Ces dernières semaines de lecture ont été une aventure. J'ai découvert le livre le plus bizarre de la littérature française et, je vous l'annonce, vous n'êtes pas prêts. Mais j'ai également découvert un nouveau trésor, un livre qui a parlé à mon âme et qui a donc rejoint ce que j'appelle l'étagère de l'ultime, c'est-à-dire l'étagère où je range tous les livres que j'ai adorés. C'est un peu mon panthéon personnel. J'ai aussi retrouvé des habitués tels que Tennessee Williams ou Lovecraft. Bref, je vous présente tout ça afin que vous sachiez quels livres sont à lire absolument et quels livres sont à fuir à tout prix. On ira des lectures les plus habituelles aux deux chocs, aux deux grosses surprises de ces dernières semaines. Et on commence avec un auteur qui exhibe les névroses familiales comme personne, Tennessee Williams, et j'ai donc lu La Ménagerie de Verre. Vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne, Tennessee Williams fait partie de mes chouchous, et c'est ici la pièce qui a lancé sa carrière. Elle est donc antérieure à ses œuvres les plus connues, qui sont Un tramway nommé Désir ou La chatte sur un toit brûlant, dont on a parlé plus ou moins longuement dans d'autres vidéos. Tom, le personnage central, s'adresse au public pour lui annoncer qu'il va dérouler sous ses yeux des moments clés de sa vie. On assiste donc à des scènes qui rejouent les souvenirs en question et qui donnent à voir une famille dans tout ce qu'elle a de dysfonctionnel. Au départ, j'ai eu un peu de mal pour rentrer dans ce livre parce qu'il fait très théâtre. C'est-à-dire qu'habituellement, quand je lis une pièce, je me fais mon petit film dans ma tête et je n'ai pas de difficulté particulière à me projeter, bien que ce soit plutôt un texte qui soit fait pour être vu que lu. Or ici, il est absolument manifeste que c'est un livre écrit pour la scène. Il y a de nombreuses didascalies avec des indications de mouvement, notamment de répétition gestuelle, et puis des procédés qui sont purement théâtraux, tels que la projection par exemple d'intertitres. Donc il est difficile d'oublier qu'on est en train de lire du théâtre et de simplement s'imaginer l'histoire dans sa tête. Puis, une fois dans le rythme, j'ai retrouvé le Tennessee Williams que j'adore, qui est le meilleur pour décrire l'incommunicabilité des sentiments, notamment aux êtres qui nous sont les plus proches. Les personnages sont ici Tom, qui rêve de partir, sa sœur Laura, timide et complexée par son infirmité, et leur mère Amanda, aussi bienveillante qu'asphyxiante. Tous trois n'arrivent pas à se dire les choses et le lecteur-spectateur, tout comme les personnages parfois, comprend malgré tout. C'est terrible et tellement réaliste de voir ces gens qui ne parviennent pas à trouver les mots en dépit de leur proximité. Et ça donne des scènes absolument géniales de dialogue entre la mère et le fils, dans lesquelles on retrouve cette tension entre la tendresse profonde qui lie les membres d'une famille et la pression insupportable que celle-ci fait peser sur eux. Il faut faire son devoir, satisfaire les attentes, jouer son rôle. C'est donc d'autant plus judicieux d'illustrer ça par le théâtre, où chacun joue littéralement un rôle. Tennessee Williams donne à voir tout le mal que l'on peut faire aux gens qu'on aime, par égoïsme, par névrose ou par simple maladresse. Et pour tout vous dire, je me suis reconnue dans certains personnages, un peu tous d'ailleurs, mais plus particulièrement dans le fils et la mère, qui sont évidemment les plus gratinés. On a le fils qui se débat entre ce que l'on attend de lui et son besoin absolu de trouver dans la médiocrité de son existence une part de liberté et d'art. Et de l'autre côté, on a la mère qui pense veiller sur ses enfants, veiller à ceux qui lui sont chers, à leur bien-être, mais qui en réalité prend trop de place et ne les comprend pas. Ces deux personnages, donc la mère et le fils, sont à la fois monstrueux et touchants, et on ne peut que les comprendre et souffrir avec eux. Comme toujours dans ces pièces, et je pense que vous l'avez un peu senti, Tennessee Williams arrive à mettre en place une atmosphère qui est à la fois vraie, drôle et oppressante. Après, celle-ci va quand même beaucoup moins loin que les suivantes en termes de violence psychologique et physique. Ça reste assez doux et plutôt teinté de mélancolie et de nostalgie. Et cela s'explique notamment parce que c'est une pièce d'inspiration autobiographique, c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'elle touche si juste. D'ailleurs, je ne vois pas comment elle aurait pu ne pas vexer les proches du dramaturge, vu qu'elle a réussi à me vexer moi. C'est la quatrième de ces pièces que je lis et le verdict est tombé. Tennessee Williams est un auteur que je trouve génial et dont je ne parviens pas à me lasser. On enchaîne avec un livre qui parle également de la famille, mais cette fois-ci pour créer frisson et angoisse chez son lecteur. Il s'agit du Baron hanté de Joseph Sheridan Le Fanu. Comme tous les étés, j'ai été prise d'une pulsion de gothique, d'horreur des temps passés, et Joseph Sheridan Le Fanu ayant fait ses preuves précédemment, l'un de ses romans me semblait tout indiqué. Il raconte l'histoire, des décennies plus tôt, d'un baron qui a épousé secrètement et fait des enfants à une jeune femme, puis qu'il a ensuite rejetée
afin de se marier officiellement à l'héritière d'une belle fortune. Il s'ensuit un drame qui va influencer les générations suivantes. La première épouse met fin à ses jours et emporte avec elle le plus jeune des enfants. Il reste donc 2 héritiers pour prétendre au manoir familial des années plus tard, celui de la branche légitime et celui de la branche bâtarde. Le premier est une brute qui se plaît à torturer le second jusqu'à ce qu'un étrange visiteur se présente à sa porte un soir et le mette en garde contre un avenir menaçant. C'est un récit qui joue sur le gothique et sur le roman à sensation britannique. On a donc une atmosphère oppressante avec un manoir, un village qui sont pris entre un lac et des montagnes, le lac étant bien sûr porteur de souvenirs malheureux. Le temps est au rendez-vous, il y fait souvent nuit et froid. On retrouve le schéma de l'être innocent et gentil qui est maltraité par un être cruel et sans pitié, qui sont donc les 2 générations. À cela s'ajoute le soupçon de fantastique, le doute sur la réalité de ce qui se passe, que ce soit les revenants, les apparitions, les prophéties, les disparitions mystérieuses, les hallucinations. Et puis il y a bien sûr des rebondissements costauds, des trahisons, des complots, des morts et des révélations. Avec tout ça, on est bien, tout est là pour faire un récit d'atmosphère et de mystère. En plus, comme c'est un roman à sensation britannique, on a une réflexion sur des enjeux contemporains et ici la question du mariage et notamment de l'illégitimité des enfants qui ne portent pas le même nom et qui ne peuvent donc pas prétendre à l'héritage. C'est un thème qui revient souvent dans la littérature britannique du XIXe siècle, tout comme celui qui lui est lié de la bigamie, c'est-à-dire ces hommes qui cherchaient à se marier 2 fois en exploitant les failles du système administratif et notamment les papiers, les registres. D'où une littérature où il est toujours question de documents volés, disparus, cachés, de testaments, de lettres qui réapparaissent. Si c'est une littérature que vous avez lue, je pense que ça vous parle. Donc avec tout ça, tout était fait pour me plaire et pourtant, je suis passée à côté. Déjà pour une raison qui est propre au livre et notamment à la voix narrative qui est donc écrite à la P3, donc à la 3e personne du singulier comme on disait avant, et qui est omniprésente, qui raconte tout ce qui est important. Et ce qui m'a gênée, c'est qu'elle se place à une certaine distance de l'intrigue et des personnages sans pour autant exister par elle-même. En fait, souvent, quand le narrateur prend cette option un peu surplombante, il en profite pour faire ses petits commentaires et avoir sa propre personnalité. C'est quelque chose qu'on retrouve chez Victor Hugo, Dickens, Tolstoï par exemple. Ça devient un personnage à part entière. Mais ici, on a une espèce de distance froide qui est projetée sur un récit qui est donc teinté de fantastique et qui est plutôt un récit de la subjectivité et des sentiments. Et il y a un côté un peu paradoxal, bancal, qui, je trouve, ne fonctionne pas très bien. Et ça aurait été si le texte avait été plus court, mais là, il fait presque 200 pages, donc on a le temps de sentir que quelque chose ne va pas. Et à ça, c'est rajouté un mauvais calcul de ma part, je le concède, qui est de l'avoir lu sur une semaine, alors que je pense que c'est un texte qui est fait pour être lu sur un temps court, par exemple un week-end ou une soirée. C'est un peu comme les Agatha Christie, je trouve que dès qu'on commence un peu à les faire durer, ça perd en intensité et en intérêt. C'est une histoire typiquement britannique, idéale quand on a envie d'automne, un peu comme on prendrait une cure de vitamines, hein, une petite cure de complot et de brume. Après, pour moi, c'est clairement pas la meilleure dans son genre, il y a vraiment mieux, mais on en reparlera la saison venue. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rater les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez liker et partager celle-ci. On continue avec un classique qui, lui, a réussi à me mettre vraiment mal à l'aise, Les Chats d'Ultar de Lovecraft. Cette courte nouvelle prend place dans un endroit reculé, où un couple de vieux a la réputation de tuer les chats qui croisent sa route. Cependant, un jour, des gitans arrivent en ville et un événement dérangeant va se produire. C'était si bref, mais si réussi. Il y avait le lieu, cette espèce d'endroit de trou perdu des États-Unis, où vit ce type de la personne âgée qui fait peur à tout le monde, espèce de vieille personne acariâtre et méchante. Et sur tout ça, on met une montée en tension, un glissement d'un degré de violence implicite à explicite, un crescendo de suspense jusqu'à une révélation absolument terrible. Ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'on a l'impression que tout est vrai, mais comme si ça sortait d'une vérité générale, un état de fait sur les sociétés et les êtres humains. Il transparaît ce côté intemporel du conte, même dans le style où on a un côté comme ça immémoriel, une vérité qui arriverait au lecteur pour le prévenir.
Ainsi l'horreur nous pousse-t-elle à reconsidérer une chose anodine du quotidien, le chat, et à travers cette histoire de voir la cruauté des hommes racontée par une horreur fantastique. Et ce qui est agréable, c'est qu'on sent que ça va mal tourner, mais on ne sait pas exactement dans quelle direction ou qui en sera l'auteur. D'où un suspense et une fin saisissante dans laquelle transparaît une pointe d'humour manifeste qui fait toujours plaisir. Pour moi, ça a été un délice, un texte calibré à la perfection pour un plaisir de lecture maximal. Et quelque part, je pense qu'il m'a donné exactement ce que j'attendais du Baron Hanté et ce que je n'avais pas eu. On passe à présent au livre sur lequel je suis tombée récemment et qui s'est avéré plus qu'étonnant, un véritable ovni de la littérature française, parce que oui, en plus, il est écrit par un grand auteur du 19e siècle, il s'agit de Balzac et de La Maison Nucingen. Déjà, si vous l'avez lu, je pense que vous savez pourquoi il est là aujourd'hui. Ce roman parle d'un sujet que Balzac aime beaucoup et que l'on retrouve régulièrement dans ses œuvres, l'argent. Il raconte ici les manigances financières du banquier Nucingen qui, à coup de fausse faillite, est devenu riche. Alors ça, c'est l'intrigue de fond, mais ce qu'on lit est tout autre. En fait, cette histoire est racontée par 4 amis, dont la conversation est surprise par notre narrateur, et c'est cette conversation qui va nous être retransmise. Or, ces messieurs sont complètement torchés, et cela se retrouve évidemment dans leur conversation. On lit donc une grosse centaine de pages de ragots, racontés de manière complètement erratique par 4 personnages bourrés. Ils parlent de gens que l'on ne connaît pas sans que le narrateur vienne apporter des précisions qui éclaireraient le propos. Et comme tout groupe d'amis qui a trop bu, ils se font des blagues, souvent de qualité un peu douteuse. Je vous avoue que pendant 100 pages, je me suis demandé ce que j'étais en train de lire et lire La Maison Nucingen, c'est vraiment une expérience. Et là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on attendrait d'un roman de Balzac. C'est aussi ça qui vient décontenancer le lecteur. Parce que Balzac a cette image d'historien des mœurs de son temps, d'auteur de romans réalistes, sérieux, aux longues descriptions. Donc on s'attendrait plutôt à ce qu'il traite cette histoire d'ascension familiale grâce à la bourse, de façon détaillée, concrète, qu'on entre dans ce milieu des affaires et de la haute banque. Or, ce qu'il choisit de faire, c'est un long dialogue complètement barré entre 4 amis sous. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est drôle. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a fait oublier, alors que c'est pourtant bien présent dans son œuvre. Et pour l'anecdote, c'était à son époque de notoriété publique. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il était surnommé Blackzack, et ce n'était pas pensé de manière valorisante. Il avait l'image d'un auteur scandaleux, vulgaire, qui traitait de sujets prosaïques et qui écrivait mal. Comme cela a bien changé. Pour autant, je dois bien avouer que je ne suis vraiment pas sûre de vous conseiller ce livre. Autant j'adore Balzac, autant là je n'arrive pas à trancher pour savoir si c'est un exercice de style réussi et divertissant ou bien une purge hallucinée. Eh bien écoutez, si vous décidez de découvrir cette curiosité de la littérature française, revenez me dire ce que vous en pensez. Sinon, si vous voulez une valeur sûre pour rire avec Balzac, mon conseil serait plutôt l'élixir de longue vie. Et là, je pense que vous passerez un vrai bon moment. Il est temps de vous parler de ce livre qui a rejoint mes romans préférés alors que je ne m'y attendais pas du tout. Il s'agit d'Été d'Edith Wharton. Je pensais que ce serait un classique un peu léger pour l'été et je redoutais une lecture type littérature édouardienne que je n'aime pas du tout parce que je trouve que c'est toujours un peu trop coincé à mon goût et moi j'ai besoin de passion avec ma satire. Et là, j'ai été servie. Ici, on suit Charity, une jeune femme qui a été adoptée par Mister Royal étant enfant. Elle vient de la montagne, terre des renégats sauvages et miséreux, et vit désormais dans un village de Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, où elle s'ennuie terriblement. Mais un jour d'été, débarque de la ville un jeune architecte qui ne va pas la laisser insensible. Ce roman est une merveille. J'ai passé l'un des meilleurs moments de lecture de ma vie. Il y avait vraiment tout ce que j'aime. Une satire acide de la pensée puritaine, étriquée et hypocrite de cette société de Nouvelle-Angleterre. Du romanesque avec la dose idéale de suspense et une autrice pleine de compassion et de méchanceté. Ça transpire l'intelligence et c'est chouette à lire. Vraiment, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus. J'ai adoré le parti pris d'Edith Wharton qui, avec le titre, Été, qui est le même en anglais,
nous annonce que cette histoire d'amour a une date butoir. Donc dès le début, on sait exactement ce qui va se passer. On sait que cette histoire a 2 voire 3 issues possibles. Tout repose sur le fait que le lecteur en sache plus long que le personnage. À chaque chapitre, on se demande de quel côté va tomber la pièce, fin heureuse, tragédie, et c'est justement ce qui nous tient, le fait qu'on se demande quelle conclusion va choisir l'autrice. Et je dois bien l'avouer, il y a ce plaisir un peu malsain de voir arriver la catastrophe. Comme nous, au fond, le personnage sait ce qu'il attend, elle connaît les trajectoires de celles qui l'ont précédée. Mais c'est en expérimentant par elle-même, en découvrant les sentiments et les sensations, en voyant la réalité sous un jour différent, qu'elle comprend les motivations de leurs actes. Alors je tiens à le préciser, on n'est pas sur une histoire d'amour au sens où on l'entend habituellement. On n'est pas là pour vibrer au rapprochement des 2 personnages, et c'est d'ailleurs pour ça que l'amant est totalement falot. C'est un roman qui parle d'amour, mais de la façon dont cela change une personne. C'est une jeune femme qui découvre l'amour et qui s'y dévoue totalement, donc c'est aussi l'histoire de ce que l'on est prêt à faire par amour. De même, Charity découvre la cruauté de la vie, qui ne fait pas d'exception, ce qui est d'ailleurs un thème très américain, et si l'expérience permet de mieux comprendre le monde, elle ne permet pas pour autant d'y échapper. À tout cela, je me dois d'ajouter qu'il y avait des thèmes auxquels je suis toujours très réceptive, qui sont la lâcheté, la rédemption et le barbon passionné. Alors comme c'est un concept qui ne vous est peut-être pas familier, je vais me permettre de développer brièvement. Le barbon passionné, c'est cet homme âgé, respectable, installé dans la vie et dans la ville, qui voit son existence chamboulée par la passion. Il s'éprend d'une jeune femme et ne parvient pas à se comporter avec le calme et la dignité qui étaient les siens. En effet, celle-ci lui rappelle sa propre jeunesse qui est passée. Il pense pouvoir prétendre à la demoiselle, tout en sachant bien qu'il est ridicule et que son comportement va à l'encontre de tout ce qu'il incarne et de l'estime qu'il a de lui-même. On est sur un personnage entre passion et humiliation qui nous livre son déchirement intérieur. Moi, je trouve que ça en jette. Mon préféré, c'est Don Ruy Gomez dans Hernani, indépassable, mais je dois avouer que celui-ci était de très haut niveau et qu'il a pris, je crois, la 2e place de mon classement personnel. C'est vous dire. Vous l'aurez compris, on est sur un roman qui a touché beaucoup de cordes sensibles chez moi, mais qui est aussi objectivement une grande réussite. Edith Wharton est une autrice de talent et je me réjouis de dévorer ses œuvres complètes qui, j'en suis sûre, seront pleines de tourments humains dans des sociétés mesquines. À présent, j'hésite entre Le Temps de l'innocence et Ethan Frome, donc si vous les avez lus, n'hésitez pas à me donner votre conseil. C'en est tout pour cette moisson estivale, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu des surprises en bien ou en mal. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner, liker et partager cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Zaga